Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 10e édition de la plateforme du pôle santé qui réunit les soignants des deux rives de la Méditerranée. Comme vous le savez maintenant, cette rencontre a pour objectif de construire un espace d'échange permettant de créer des liens et s'entraider. Cette initiative de Aïssa ONG International, en lien avec son partenaire en Algérie, la Fondation Jannatul Arif, permet de s'enrichir mutuellement en partageant nos observations, nos bonnes pratiques, mais aussi nos doutes et nos hésitations. La plateforme de ce soir, comme celle du 11 novembre, sera animée par des médecins algériens que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. En premier intervenant, le docteur Edouane Hadjidj, médecin généraliste, président de l'Association des médecins généralistes de Mostaganem en Algérie. En second intervenant, le docteur Sid Ahmed Mouzaoui, médecin généraliste, président de l'association Blidéenne des omnipraticiens libéraux à Bol, à Blida en Algérie. La première communication aura pour thème le médecin généraliste et les patients post-Covid. La seconde intervention parlera du Covid-19 chez l'enfant. Les présentations dureront 20 à 30 minutes. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu après la seconde intervention. Nous vous rappelons qu'il est important de bien vous identifier avec vos noms et vos prénoms. Docteur Hadjidj, à vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens d'abord à remercier Aïssa, ONG International et Jannatul Arif, Pôle Santé, pour tout le travail qu'ils sont en train de faire, que ce soit sur le terrain, en aidant nos patients et sur le terrain de la formation médicale qui continue et les échanges que vous êtes en train de faire entre praticiens, surtout en cette période difficile de cette pandémie, la Covid, et surtout au moment où les gens en ont le plus besoin. Donc d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à ce que cette opération se fasse. On est, je crois, au 7e ou 8e échange, je ne sais pas exactement quel nombre, mais à chaque fois que je suis présent parmi les participants, je me rends compte de l'importance de cet échange. Alors, si vous voulez bien, je pourrais commencer par ma présentation. Alors, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, ma présentation s'intitule « Le médecin généraliste et les patients post-Covid ». Alors, d'abord, il faudrait définir qu'est-ce que le post-Covid. Alors, le Covid aigu, c'est la présence des signes de la Covid jusqu'à 4 semaines. Le Covid persistant, c'est des signes de la Covid observés entre le 4 et le 12e semaine. Et puis le syndrome post-Covid, c'est le Covid lent, c'est des signes qui persistent ou se développent après une infection compatible avec la Covid au-delà de la 12e semaine et qui ne sont pas expliqués par une autre pathologie ou étiologie. Alors, physiopathologiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a certains qui disent que c'est une persistance virale dans les sites usuels, rhinopharyngés ou autres réservoirs, une fatigue post-infectieuse comme la mononucléose ou le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, l'activation du système immunitaire ou une réponse dysimmunitaire, c'est-à-dire un dysfonctionnement immunitaire, une rupture du système nerveux autonome par le virus ou le système immunitaire intolérant à l'orthostatisme, une réponse inflammatoire inadaptée ou une décompensation des troubles psychologiques ou psychiatriques et l'apparition de troubles fonctionnels. Alors, cette physiologie entraîne des symptômes. Ces symptômes sont parfois respiratoires, c'est l'essoufflement, la dyspnée, la toux qui persiste après 12 semaines, un symptôme cardiovasculaire, la douleur thoracique, des palpitations, ou des signes généraux, la fièvre, l'asthénie, l'amaigrissement, l'anorexie.
Les symptômes neurologiques, le déclin cognitif, c'est le brouillard cérébral, une perte de concentration, de troubles de mémoire, des céphalées, du trouble du sommeil, des signes de neuropathie périphérique, sensations de piqûres, décharge électrique ou engourdissement, et vertige, délire, surtout, c'est les personnes âgées. Les symptômes gastro-intestinaux, par exemple des douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées, des anorexies, surtout les personnes âgées. Un symptôme musculo-squelettique, des douleurs articulaires anormaux, des douleurs et des faiblesses musculaires. Un symptôme psychologique, psychiatrique, des symptômes de dépression, d'anxiété, d'angoisse. Des symptômes ORL, l'acouphène, otalgie, maux de gorge, vertige, perte de goût ou de l'odeur, et parfois elle persiste au-delà de 12 semaines, et des problèmes dermatologiques, des éruptions cutanées, des prurites ou parfois même des trucs au niveau cutané vasculaire. Alors, comment on fait? D'abord, on identifie les personnes atteintes du syndrome post-Covid. Sont considérées comme personnes atteintes du syndrome post-Covid, c'est les personnes qui ont eu une infection d'abord Covid aiguë, soit cas confirmé par le test RT-PCR, le test antigénique, une preuve biologique de l'atteinte du Covid, de la Covid, ou bien des cas suspects, test peut être négatif, mais une TDM, un scanner thoracique évocateur. Alors, afin d'identifier à temps ces personnes, il est nécessaire d'offrir une consultation initiale pour tous les patients afin de décider d'un plan de charge et convenir de ses modalités d'application. Une consultation présentielle, téléphonique ou visio ou audio. Et il faut ouvrir le canal de communication entre le médecin et le patient. Et surtout pas de parler de Covid parce que les gens ont peur de la maladie, mais tout simplement de dire et d'ouvrir tous les canaux de communication. Si vous avez un problème de santé, il faut le voir pour voir la cause de ce problème et faire le diagnostic. Alors, comment faire le diagnostic? Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques, biologiques et radiologiques. Connaître l'histoire du patient est très importante. La virologie, c'est-à-dire les tests qui ont été faits, analyser le ou les symptômes actuels, éliminer une autre pathologie, étiologie, parce que parfois ces causes-là qu'on vient de citer peuvent révéler d'autres pathologies qui sont en dehors de la COVID. Rattacher les symptômes à la COVID et il faut une approche globale, holistique, avec une histoire clinique et un examen physique approprié. Il faudrait aussi évaluer l'état des personnes présentant des symptômes nouveaux ou persistants après la COVID aiguë. Tout patient qu'on voit qui a un COVID devrait être à la fin évalué, est-ce qu'il a terminé avec la COVID? Et si on n'évalue pas, on ne peut pas savoir que cette personne est dans un post-Covid ou un Covid après le Covid. Alors, l'évaluation de l'état de la personne est très importante et systématique à toute personne qui a eu le Covid, présentant des symptômes persistants après l'épisode aigu de la COVID et comporte l'évaluation de la gravité des signes cliniques. Et là, nous avons des échelles d'évaluation, le DM4 pour les douleurs, pour tester les douleurs cutanées, des nerfs sensitifs, et puis le test AD d'anxiété-dépression qui nous permet de voir l'état de l'angoisse ou de la dépression que peut provoquer un Covid après toute cette période de 12 semaines. Une surveillance de l'évolution clinique, biologique et radiologique. Tous ces bilans pour voir est-ce que la Covid est toujours là ou elle a disparu. Les malades seront revus régulièrement selon un rythme laissé à l'appréciation du médecin traitant, selon la nature et le degré de sévérité des symptômes, et peut faire un examen ou un contrôle mensuel ou un contrôle trimestriel pour voir si on est en phase de post-Covid ou non. Alors, comment prendre en charge ces patients? Une démarche pragmatique, rationnelle, scientifique,
de prise en charge de ces patients dans le cadre d'une décision médicale partagée et pluridisciplinaire est nécessaire. Bien entendu, l'escalade des prescriptions d'examens complémentaires non pertinents est à éviter. Devant l'angoisse du patient, on doit détecter cette angoisse et cette anxiété et voir la nécessité ou non de faire des examens complémentaires efficaces au bon moment pour savoir l'état des lieux de ce patient ou le stade évolutif de ce patient. Et on a vu parfois des patients tellement angoissés, voire plusieurs médecins avec des bilans qui coûtent cher et des bilans qui n'en révèlent rien parfois. Et donc, on ne va pas entrer dans le jeu du patient et aller vers des dépenses qui sont évitables. Alors, le médecin généraliste, par son accessibilité, sa disponibilité et sa compétence à différents stades de la maladie, reste un référent de proximité. Dans le diagnostic, le suivi, il intervient dans le dépistage précoce et la surveillance régulière des complications, l'orientation rapide des patients vers le spécialiste, le suivi et la surveillance des traitements et leurs effets secondaires, la sensibilisation et l'éducation thérapeutique du patient proche et l'apprentissage du patient de l'autogestion. Et bien entendu, ce médecin, c'est le spécialiste de la première ligne et de soins primaires. Et si on essayait d'abord de le définir, alors, pour le traitement de ces patients post-Covid, dans ces tâches, parmi ces tâches de ce médecin généraliste, c'est la coordination des soins et donc une prise en charge multidisciplinaire, symptomatique, la gestion de l'épuisement, cette fatigue qui est persistante, d'équilibrer l'activité et le repos, de voir avec son patient comment faire en sorte qu'il se repose au moment de ne pas faire beaucoup d'activités qui peut être la cause de sa fatigue, ne pas forcer, savoir ne pas forcer, ménager des moments de repos total, reprise progressive du sport, effectuer un journal de bord. C'est très important d'avoir, quand on a un Covid, de faire un petit journal de bord pour voir l'évolution et pour mieux gérer ses pathologies, parce qu'il peut y avoir des pathologies, et pour montrer à son médecin ou d'autres médecins où il en est, pour mieux suivre ce patient. Veillez à la qualité et la quantité du sommeil. Le sommeil est très important pour le traitement des post-Covid. Qualité et l'équilibre de l'alimentation, on ne dira jamais assez. Une bonne alimentation est le premier traitement à prendre. Bien entendu, je dois définir aussi ce qu'un médecin généraliste. Quand le titre, c'est le médecin généraliste et le post-Covid. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médecin généraliste? Alors, d'abord, c'est un médecin qui a ses caractéristiques. Et quand un patient vient, il a les 6 compétences fondamentales qui sont son approche globale, la gestion des soins de santé primaire, l'attitude spécifique à la résolution de problèmes, l'orientation communautaire, des soins centrés sur la personne, et le modèle holistique, la façon dont il doit parler avec son patient, c'est le premier contact aussi du patient. C'est lui qui fait la coordination des soins, il fait la promotion de la santé, il règle les problèmes aigus et chroniques. Au moment de stade précoce ou indifférencié de la maladie, et donc une décision basée sur les incertitudes et sur l'incidence et la prévalence, parce que la prévalence et l'incidence en médecine générale n'est pas comme les autres spécialités. Sa responsabilité de santé publique est là, c'est pour garder son secret médical et la déclaration obligatoire de la maladie. Il fait la continuité des soins dans un dossier médical. Et le patient empowerment, c'est la responsabilisation du patient pour ne pas contaminer son entourage, et l'approche centrée sur le patient et son contexte, la relation médecin-malade avec la communication qu'il a avec son patient, et toutes ces compétences,
il doit les faire dans un champ d'activité propre, avec sa démarche clinique propre, sa communication et son rapprochement avec le patient, et tout en gérant son cabinet médical. Cette discipline, elle agit sur 3 dimensions spécifiques. Le contexte du patient, de sa famille, de son entourage, avec toutes les sciences et l'aspect critique des données scientifiques que lui apporte la science, et son attitude, ses compétences, son attitude et son éthique. C'est tous ces facteurs qui font que un médecin généraliste exerce son métier, et c'est le médecin qui est très proche du patient. Donc, dans la COVID, on voit très bien que les compétences de ce médecin sont touchées une à une comme les feuilles de cet arbre. Vous avez le premier contact, parfois le patient entre dans un stade qui est plus évolué, et donc c'est à ce médecin de gérer et de coordonner avec les autres médecins pour mieux gérer la situation du malade dans sa famille. C'est très important, et c'est l'une des particularités de ce médecin généraliste, médecin de famille, qui est assez proche de cet individu ou de cette famille. Alors, j'ajouterais aussi qu'il y a des particularités qui peuvent aider. Alors, le passage, voilà. Alors, j'ai ajouté 2 planches, celle d'identifier l'anxiété, parce que parfois, ce n'est pas un post-Covid, mais c'est l'anxiété qui a entraîné, qui peut se manifester somatiquement par des manifestations cardiovasculaires, respiratoires, digestives, neuromusculaires et sensorielles, génito-urinaires. Il peut y avoir d'autres manifestations. Il faut faire la part des choses entre une pathologie vraie, une pathologie somatique vraie, et une anxiété ou une dépression parfois qui peut être diagnostiquée. La planche suivante. Alors, j'ai un problème de passage. L'identification de la dépression, alors avec au moins 5 des symptômes suivants qui doivent être présents pendant une même période d'une durée de 2 semaines. La persistance de 5 de ces signes, symptômes, au bout de 2 semaines, peut être considérée comme une dépression et avoir représenté un changement par rapport aux fonctions antérieures. C'est-à-dire que la personne, elle doit changer son comportement pour dire qu'il y a une dépression. Alors, l'humeur dépressive, on connaît très bien, une diminution marquée de l'intérêt, une perte ou un gain de poids de 5%, des insomnies ou l'hypersomnie, quelqu'un qui dort beaucoup, une agitation ou un ralentissement psychomoteur presque tous les jours, une fatigue ou une perte d'énergie tous les jours, un sentiment de dévalorisation, de culpabilité parfois, une diminution de l'attitude à penser ou à se concentrer, et une pensée de mort récurrente qui dit je vais mourir, ou qu'il va y avoir une catastrophe, ou un truc comme cela. Alors, je finirai par vous recommander ce guide, le guide de la prise en charge du post-Covid du ministère de la Santé, et je peux l'envoyer à celui qui peut le demander. C'est un excellent guide qui résume toutes les pathologies et le suivi d'un post-Covid par tout médecin qui pratique en Algérie. Et je vous remercie. Merci infiniment, Dr Hadjidj, et merci également pour ce partage avec ce guide. On est preneur, bien évidemment. Je vous l'envoie. Merci beaucoup. Docteur Moussaoui, à vous la parole. Bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous. En tout cas, c'est un grand honneur d'être parmi vous parce que vu les efforts que vous fournissez, vu l'aide continuelle qui nous arrive, ça nous permet de persister, de donner encore plus. Donc, je profite de cette occasion pour remercier l'association AISA pour tous ses efforts, pour
cette plateforme qui nous permet d'être encore plus liés. On a passé par des moments difficiles, mais alhamdoulilah, le fait que il y a eu de la cohésion, on a pu s'en sortir. Bravo et bonne continuation, Inch'Allah. En même temps, je remercie le pôle santé pour ses efforts et j'espère, Inch'Allah, une continuation de collaboration mutuelle parce que vous étiez tout le temps avec nous et on est tout le temps avec vous. Bravo en tout cas et bonne continuation. Donc, je profite pour parler durant cette soirée à propos du Covid chez l'enfant. C'est une entité que, il y a une année à peu près, on n'était pas en mesure d'en parler beaucoup. C'est vrai, au début, on a pensé que l'enfant n'est pas touché. Mais malheureusement, avec l'évolutivité de cette maladie, avec le recul, on a trouvé que déjà au cours de l'année dernière, il y a eu des cas d'enfants touchés, mais avec les mutants, il y a de plus en plus des enfants touchés. Malheureusement, c'est le cas, c'est le constat, mais heureusement que ça reste très inférieur par rapport à la fréquence et au pourcentage des adultes. C'est l'élément principal. Et en général, c'est des formes asymptomatiques. En général, il y a peu d'enfants qui vont compliquer. Ça, c'est un point qui est positif en comparaison par rapport à l'adulte. Donc, sans tarder, je vais commencer à partager ma communication. Merci à vous. Donc, ce Covid, l'humanité ne savait rien de lui, malgré que ce Covid existait auparavant. Je ne parle pas du Covid-19, mais je parle de la classe de ces coronavirus qui sont là depuis 2004-2006. Il y a eu plusieurs affections auparavant avec 6 espèces humaines qui ont fait des contagions pour des épidémies en Asie de l'Est et en Moyen-Orient. Malheureusement, en fin 2019, on a eu toute l'histoire, on a vu le drame de Wuhan et la propagation de ce virus assez rapide et assez dramatique qui a complètement bouleversé notre monde réel. Ce virus-là a fait que il y a eu beaucoup de travaux par rapport à savoir comment il procède, mais malheureusement pour l'instant on connaît mal les modes réels d'adaptation de ce virus. On peut à chaque fois il y a une nouvelle souche, on peut la détecter. Mais pourquoi cette souche elle a muté ou quels sont les paramètres qui sont favorables pour cette mutation, on ne connaît pas. Malheureusement, on constate et on s'adapte. C'est ça le problème, mais ça va dans le bon sens. J'espère qu'on va s'en sortir. Donc, revenons à l'enfant. L'enfant et toute la population pédiatrique, en général, a été épargnée au début de l'épidémie parce que il y avait beaucoup de publications, mais on n'a pas trouvé d'enfants. Les enfants, ils n'ont pas été touchés parce que c'est des virus qui touchent les récepteurs AT2 qui sont un petit peu partout dans le corps, surtout dans le rein et dans les 2 poumons. Et par bonheur, l'enfant, surtout le jeune enfant, ne possède pas une quantité suffisante de ces récepteurs. C'est pour cela, au début, qu'on a cru que l'enfant, il ne sera pas touché. Mais à fur et à mesure qu'il y a eu des vagues et l'évolution de cette maladie, l'enfant a été touché. Mais malgré ça, ça reste des taux pas très élevés.
pour l'instant, dans la littérature, c'est entre 1 et 5% de cas confirmés par rapport au test RT-PCR de laboratoire. Parce que il y a eu des signes, mais on parle de la médecine basée sur des évidences. Donc, la majorité des enfants atteints du Covid-19, en général, sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Donc, même ces chiffres-là, ils sont pas corrects sur le plan pratique parce qu'on ne peut pas faire un dépistage à toutes les personnes malgré qu'ils ne présentent pas de symptômes. Donc, on reste par rapport à des moyens actuels, par rapport à des stratégies de santé des pays, s'il y a des symptômes, s'il y a des signes, s'il y a un comptage, s'il y a des atteintes dans la fratrie, il y a un dépistage. S'il y a un voyage, s'il y a rien, l'enfant il est dans son milieu naturel, il est dans sa famille, il est bien inséré, il n'a pas de symptômes, on n'a pas à faire des dépistages. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants qui portent le virus, il y a d'autres qui ont porté le virus et ils ont passé par cette maladie et ils ont probablement guéri, mais on n'a pas ça sur le plan chiffre pour parler réellement de l'incidence de cette maladie chez l'enfant. Donc, la contamination en général, elle est intrafamiliale, mais il y a 2 ou 3 paramètres en dehors de la famille qui sont, à mon avis, très très importants dans la propagation de cette maladie. C'est les écoles, les crèches et les espaces de jeu. Parce que les enfants se donnent à fond, ils jouent avec les autres, le toucher entre enfants et enfants, on peut pas parce que même pour les mesures de barrière, c'est un petit peu difficile que l'enfant respecte ces mesures vu sa appréhension de cette maladie, vu le niveau cognitif de ses capacités réelles, il ne peut pas calculer le risque. C'est pour cela que l'enfant reste, surtout, je parle de jeunes enfants, reste difficile à cerner, mais malgré ça, vu qu'il y a d'autres paramètres qui protègent un petit peu l'enfant n'a pas été touché d'une manière assez forte. Voilà, donc comment expliquer cette différence? Donc, pour l'enfant, il y a plusieurs théories, mais on n'a pas de confirmation pour l'instant. Mais la théorie qui tient la route, c'est l'immunité innée qui est plus forte chez l'enfant. On sait que chez l'enfant, il y a le thymus, il y a l'immunité adaptative qui se mature un petit peu dès la naissance. Il y a une maturation des lymphocytes, il y a une apprentissage de l'environnement. Donc tout ça fait que l'enfant a des mécanismes naturels plus en réactivité par rapport à des stimuli extérieurs ou bien par rapport à des agressions. Pour cela, cette immunité innée qui est très active chez l'enfant, surtout chez l'enfant de bas âge, fait que cet enfant peut résister un petit peu par rapport à cette épidémie qui est assez lourde. Donc, ça c'est primo. Deuxièmement, c'est les comorbidités. On sait que malgré il y a une fraction de population pédiatrique qui a des maladies assez lourdes comme le diabète ou bien les déficiences immunitaires ou autre chose, mais ça reste bas par rapport à l'incidence d'autres maladies chroniques chez le sujet adulte et chez le sujet âgé. Donc, pour cela, par exemple, le diabète, HTA et les dyslipidémies, tout ça, donc toutes ces maladies sont largement représentatives chez le sujet âgé
et chez la population adulte. Donc, ces pathologies compliquent le statut immunitaire de l'adulte et lui rend un petit peu fragile sur le plan immunitaire. Donc, ça, c'est la deuxième théorie. Troisième théorie, c'est l'immunité croisée, préexistante par rapport à d'autres affections. Et je parle ici des bronchiolites, parce qu'on a constaté que ce virus, avec le VRS, le virus syncytial respiratoire, qui est responsable des bronchiolites durant les 2 premières années de l'enfance, ont des similitudes. Donc, c'est de la même famille. Donc, l'enfant qui lutte durant ses premières années de vie contre le VRS, il a largement développé des mécanismes immunitaires, des anticorps, des interleukines, des transmetteurs, des protéines pro-inflammatoires contre ce virus. Donc, tout ça fait que l'enfant réagisse mieux contre ce virus de Covid. Quatrième théorie, c'est la colonisation plus importante des voies aériennes inférieures par le virus et les bactéries qui limitent la colonisation par le SARS-CoV-2. Donc, l'enfant a d'autres entités qui sont là, d'autres virus qui sont là, qui sont tout le temps là. Donc, ces virus-là limitent un petit peu l'espace qui est disponible pour que le SARS-CoV-2 peut se développer. Donc, tout ça fait que l'enfant a moins d'infections. Il y a un autre élément propre à certains pays, surtout les pays du tiers-monde et des pays nord-africains, c'est le calendrier vaccinal. Parce que dans le calendrier vaccinal, par exemple, pour le vaccin de BCG, il est toujours obligatoire dans ces pays. Il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires. Donc, on a un calendrier vaccinal un petit peu lourd par rapport à certains pays. Par exemple, en comparaison avec la Suède a arrêté le BCG en 1971 parce qu'il n'y avait plus de tuberculose chez leur population pédiatrique. Donc, on sait que le BCG, par exemple, surtout il y a eu beaucoup de publications au début de l'épidémie, on sait que le BCG, actuellement, il a beaucoup de vertus parce que cette intradermoréaction induit une forte réaction inflammatoire. D'ailleurs, le BCG est utilisé dans d'autres affections. Actuellement, on connaît en oncologie ses vertus par rapport au cancer de la vessie et autres. Donc, ça reste une théorie. On connaît que ces vaccins de la petite enfance et de l'enfance stimulent notre système immunitaire, surtout je parle de l'enfant. Donc, cette stimulation a quelque chose comme protection, a un rôle dans la protection de l'enfant vers cette épidémie qui est désastreuse. Et surtout, comme j'ai dit auparavant, c'est la disposition et la quantité de récepteurs ACE2 qui sont les récepteurs préférentiels de SARS-CoV-2. Donc, ces récepteurs, ils sont moins chez l'enfant. On a plus chez l'adulte et on a plus chez l'adulte qui est un petit peu âgé. Et on connaît leur rôle, ces récepteurs, dans la genèse de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires et cardio-rénales. Voilà. Donc, pour l'enfant, il y a un polymorphisme important des signes, autant que l'adulte, peut-être plus. Mais quand même, il y a certains signes qui ont été reconnus comme des signes majeurs, qui incitent les médecins à faire des investigations, qui est en général le RT-PCR, qui est le gold standard pour affirmer le diagnostic du SARS-CoV-2. Les signes majeurs chez l'enfant qu'on ne doit pas passer à côté, c'est la toux.
bien sûr, c'est la dyspnée, les douleurs thoraciques, les dyscusies, les anosmies. Donc, ces 5 signes sont classés comme signes majeurs. Donc, s'il y a ces signes-là, il faut y aller vers des prélèvements oropharyngés pour chercher le SARS-CoV-2. En plus, il y a des signes mineurs. Donc, s'il y a au moins 2 signes mineurs avec un seul signe majeur, on est en droit de demander RT-PCR. Ces signes mineurs sont fièvre, myalgie, maux de gorge, céphalée, anorexie, diarrhée aqueuse bien sûr, confusion aiguë, et il y a d'autres signes comme des signes dermatologiques, comme des larmoiements, comme des pertes de cheveux. Il y a beaucoup de signes, hein, parce que actuellement le Covid il est en mutation continuelle, et à chaque fois on est surpris par le polymorphisme des signes, parce que sa réaction inflammatoire induite par ce Covid, elle est imprévisible. On n'a pas vu ça auparavant. Donc, s'il y a ces signes-là, au moins un signe majeur ou bien 2 signes mineurs, on est en droit, plutôt on doit faire l'investigation. On doit considérer l'enfant porteur du Covid jusqu'à preuve du contraire. Donc, on demande un RT-PCR. Donc, toute aggravation en plus des symptômes respiratoires chroniques chez un asthmatique, chez un enfant qui a la mucoviscidose, ou bien dilatation des bronches, ou bien dyskinésie ciliaire, ou bien autrement affection pulmonaire, chronique, respiratoire, toute aggravation. Donc, aggravation, c'est-à-dire le volume des crachats, la couleur des crachats, les douleurs. Donc, s'il y a le moindre signe d'aggravation, il faut y aller vers des investigations de dépistage, parce que cette maladie, on sait quand on se prend une infection Covid, SARS-19 tôt, les complications, on oublie beaucoup de complications, parce que c'est une maladie qui nécessite une prise en charge particulière, cas par cas. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de signe évocateur de notion de comptage, s'il n'y a pas de signe évocateur, s'il n'y a que des signes inexpliqués, on doit commencer par une radiographie du thorax, parce que vu qu'il y a eu un abus d'utilisation chez l'adulte des examens TDM, chez l'enfant et même chez l'adulte actuellement, pour des formes mineures ou bien bénignes, il faut y aller tout doucement. Si les choses s'aggravent, bien sûr, on part vers le TDM. S'il n'y a pas de notion de comptage dans la famille, eh bien, les signes sont mineurs, ou bien l'enfant n'est pas considéré comme un enfant à très haut risque. Une simple radiographie du thorax de face fait le diagnostic en parallèle avec le RT-PCR, qui est importante. Et chez nous, puisqu'on a des difficultés de trouver le RT-PCR dans des régions un petit peu éloignées, on utilise beaucoup le test antigénique qui a une bonne sensibilité. Donc, s'il y a une fièvre inexpliquée ou bien un foyer d'auscultation, il faut y aller vers une radiographie du thorax. Et s'il y a suivant le tableau précédent, s'il y a des signes mineurs ou majeurs, ça nous donne le droit d'aller vers des investigations plus approfondies. Le scanner, donc, comme j'ai dit auparavant, c'est un outil très très utile dans le diagnostic. Il a 97% de sensibilité, mais il est réservé aux formes graves avec une atteinte respiratoire avérée. Donc, ça c'est primo. Et en plus, il nous permet de voir l'évolutivité sous traitement des tableaux cliniques. Donc, en général, le scanner, il est parlant dès le 10e jour.
d'affection. Il n'est pas, il peut ne pas montrer des grandes choses durant la première semaine, donc il faut un petit peu attendre un petit peu pour que les images se constituent pour que le scanner soit bénéfique. En plus, il est là pour des cas où il y a une forte, plutôt, il n'y a pas de corrélation entre un test PCR négatif ou bien un test antigénique négatif et une forte probabilité de Covid. Parce qu'il y a des cas où la sérologie, elle revient négative, les signes sont là, il y a une notion de comptage, donc on est obligé de faire un scanner pour faire le déblayage des cas. Il y a eu beaucoup de cas, à peu près 30% des tests négatifs par PCR reviennent positifs par TDM. Donc, il faut rester toujours scientifique et travailler par palier. Donc, la clinique, c'est l'élément principal. La notion de comptage, c'est un élément encore principal. S'il y a des signes majeurs, directement, on fait le RT-PCR. S'il y a des signes mineurs avec un seul signe majeur, toujours RT-PCR. Si elle revient négative, on est en droit de demander un TDM. Surtout chez des populations particulières où il y a une déficience immunitaire, ou bien l'enfant présente une cardiopathie congénitale, ou bien obésité, ou bien une autre maladie, ou bien une autre part, une maladie rénale avérée. Donc tous ces patients-là, tous ces enfants-là, on doit être prudent et on doit faire le diagnostic le plus tôt possible pour mettre le bon traitement dès le début. Voilà. Donc, ce scanner, comme l'adulte, il a des images qui sont caractéristiques. C'est des fameuses images en verre des produits, ou bien des images en condensation, ou avec ou sans signe de halo. C'est des signes qui sont pas spécifiques au Covid, mais par rapport à un faisceau d'arguments, si on trouve ces signes-là, avec une clinique évocatrice, avec un notion de comptage, avec le séjour, par exemple, dans une ville avec une forte prévalence de cette maladie, par exemple chez nous à Blida, à environ plus d'une année. Plus d'une année, on n'a jamais eu de moins de à peu près 50-60 cas par jour. C'était affreux. Dans les deuxième, troisième vague, c'était des milliers de cas par jour. Donc, c'est dans une ville pareille. Donc, s'il y a des signes évocateurs, on n'a pas le droit de passer à côté. Surtout pour isoler ce virus, pour ralentir un petit peu la propagation. C'est ça le plus important. Voilà, donc pour le diagnostic, comme j'ai dit, c'est le RT-PCR qui est le gold standard parce qu'il met en évidence l'ADN plutôt en base d'ADN, il met en évidence la présence du virus, on sait que le virus ne possède pas d'ADN, c'est un virus à ARN, mais il va utiliser l'ADN humain pour sa réplication. Donc, c'est un virus qui est mis en évidence avec le RT-PCR. C'est vrai, c'est un petit peu cher. Ce n'est pas chez nous, il n'y a pas de remboursement de RT-PCR, malheureusement, mais l'hôpital, certains hôpitaux, ils ont cet outil qui a permis un petit peu de faire le diagnostic, mais on a été beaucoup aidé par les tests antigéniques qui ont un petit peu aidé la population parce qu'il y avait un manque terrible, surtout au début de l'épidémie, pour faire ce genre d'examen qui est capital. Donc, les tests, il y a des tests qui sont valides, il y a d'autres tests qui sont pas valides. Je parle par rapport à les tests antigéniques. Donc, il faut chercher toujours des tests qui ont une approbation des autorités sanitaires. Donc,
ces tests-là, il y a toujours, Fanny, deuxième point, une chronologie. Donc, même le test PCR, c'est à partir de 5-6 jours, voire une semaine, que les tests sont au maximum de leur positivité. Donc, si on a des signes dans les 2-3 premiers jours, on va attendre la fin de semaine pour faire des tests. Donc, maximum, c'est une semaine, c'est à partir du 4e, 5e jour qu'il y a une positivité des tests sérologiques et même par rapport, comme j'ai dit auparavant, par rapport au scanner, c'est à partir du 8e, 10e jour. Voilà. Par rapport à la sérologie, c'est pareil. Chez l'enfant, c'est pareil comme chez l'adulte. Il y a des IgM qui apparaissent au premier, entre le 5e et 7e jour. La séroconversion, elle se fait entre 10e et 11e jour. Donc, les IgM, il y a eu un effondrement des IgM avec apparition des IgG qui sont là pour une immunité assez, plutôt une sensibilisation lente. Donc, les IgG, ils sont détectables à partir du 15e jour. Et ils peuvent rester pas pour 5-6 semaines, voire des mois, par rapport au début du symptôme. Donc, il y a eu des cas chez nous, on a fait des IgG positifs en post-tardif, en post-infectieux. Donc, ces patients-là, même ces enfants-là, ils ont été contaminés, malades, symptomatiques ou asymptomatiques. Mais après quelques mois, on a trouvé des traces que le Covid, il a passé par là. Donc, ces tests n'ont pas de valeur importante dans le diagnostic ou bien dans le suivi. Ils ont une valeur par rapport à la vaccination, par rapport pour expliquer ce qui se passe, malgré qu'il y ait une variabilité importante dans leur interprétation. Voilà. Donc, par rapport à les signes cliniques, l'OMS a mis même les sociétés savantes, ils ont classé, ils ont mis des paramètres pour classer les patients. Il y a des patients qui sont, heureusement, la majorité est asymptomatique. Il y a des signes légers, donc des patients qui, leur atteinte, elle ne dépasse pas ces signes-là. C'est une petite fièvre ou bien une sensation de fatigue. Des enfants qui jouent, qui sont un petit peu tout le temps actifs, vifs. On les voit comme ça, renfermés sur eux-mêmes, qui refusent de jouer, qui sont un petit peu fatigués. Donc, ce sont des signes d'appel. Ils peuvent être les seuls signes de cette infection chez l'enfant. L'enfant peut présenter que ça. Donc, chez les enfants, il n'y a pas atteinte des voies respiratoires inférieures. Donc, il n'y a pas de toux, il n'y a pas de problème respiratoire, il n'y a pas de dyspnée, mais il y a une fatigue, il y a une fièvre en général. Il y a l'atteinte modérée. Donc, ces atteintes modérées donc, sont en général liées avec l'atteinte des voies respiratoires inférieures. Donc, ces enfants-là peuvent tousser un petit peu de temps à autre pendant 2-3 jours, voire quelques jours, et une toux même légère avec sensation de gêne au niveau de la gorge, des picotements au niveau de la gorge, avec même une petite dysphagie du foie, et voir des toux qui ressemblent un petit peu même par rapport à des toux des enfants allergiques comme ça qui toussent de temps à autre. Donc, chez ces enfants-là, on doit faire certains examens de déblayage, comme l'FNS, qui reste toujours un examen très utile. CRP, c'est l'examen le plus utile pour moi, parce que normalement, il est utile. La procalcitonine, elle est plus sensible, plus utile, mais vu la disponibilité, CRP, il se trouve partout. Il ne coûte rien, donc c'est un examen
qui est nécessaire et qui est pratique. La procalcitonine, elle est plus spécifique, elle est très importante sur le plan significatif, mais la disponibilité et le prix taha n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est pour cela que je préfère CRP que la procalcitonine. Il y a la radiographie du thorax, on a dit que s'il y a des signes, s'il y a des failles de condensation, des failles par rapport à l'auscultation cardiaque et pulmonaire, on doit y aller vers le thorax, vers la radiographie du thorax, qui est importante. Donc, je continue. L'atteinte sévère, elle est majorée, plutôt, elle est définie par le manque de saturation en oxygène. C'est l'oxymomètre qui va nous donner cette information. C'est la pression SpO2 qui devient inférieure à 92%. Normalement, cette pression, elle est supérieure à 95%, mais entre 95% et 92%, on estime que c'est modéré, mais si elle descend sous les 92%, elle devient sévère. Donc, soit ça, soit il y a un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec utilisation de l'enfant des muscles accessoires de respiratoire, le diaphragme, le battement des ailes du nez, le tirage, le cornage. Donc tout ça fait appel que l'enfant souffre. Donc c'est des formes sévères. Ou bien un syndrome systémique avec léthargie, convulsion, déshydratation. Donc ces cas sévères, on va voir après, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'examens à faire, il y a l'hospitalisation en premier lieu, et c'est la réanimation qui va s'en occuper. Donc, plus que ça, il y a des formes critiques avec un syndrome de détresse respiratoire très avancé. On a des saturations inférieures à 80, avec une défaillance multiorganique, plus de 2 organes, liées à des PIMS ou à un sepsis. Les PIMS, c'est une atteinte immunitaire multisystémique. C'est le fameux Kawasaki. Donc, on va parler après parce qu'il y a une planche qui va nous expliquer tout ça. Soit il y a un état de choc, ou bien carrément un état comate. Donc, où le pronostic il devient très difficile. Donc, par rapport à ces PIMS, l'ensemble des médecins un petit peu partout dans le monde, ils ont constaté ces PIMS, c'est une atteinte multisystémique immunitaire chez l'enfant, surtout avec une atteinte cardiaque, surtout au début. Ces PIMS-là, ils ont été rapidement classifiés et l'OMS a émis une classification qui va nous guider pour détecter ces PIMS-là. Donc, ces PIMS-là, ils peuvent se présenter chez l'enfant ou bien l'adolescent avec une fièvre au-delà de 3 jours, avec 2 éléments, parmi ces 5 éléments. Soit une éruption cutanée ou conjonctive bilatérale, soit une hypotension ou bien état de choc, soit une myocardite ou bien péricardite, ou bien une atteinte valvulaire, ou bien une anomalie coronarienne, même biologique. Donc, si on trouve un ionogramme qui est très vers l'hypokaliémie, l'hypernatrémie, avec un ECG qui est pathologique. Donc, tout ça fait qu'il y a une atteinte cardiaque, fait la preuve qu'il y a une atteinte cardiaque. Il y a quatrièmement la preuve d'une coagulopathie, il y a allongement de TCA, le TP est anormal, augmentation phénique de D-dimère. Les D-dimères, ils sont significatifs chez l'enfant dans ces cas-là s'ils dépassent les 5 fois la norme. Donc s'ils dépassent 5 fois la norme, ils rentrent dans ce contexte. D-dimère, c'est un examen qui est très utile, il a une importance capitale, mais il y a beaucoup de faux positifs et des faux négatifs. Il faut être prudent. La standardisation des laboratoires, ce n'est pas encore faite par rapport à cet examen qui reste un examen clé pour détecter les cas sévères et les prendre en charge assez tôt. Donc,
Cinquièmement, il y a les symptômes gastro-intestinaux aigus, diarrhée aqueuse, vomissement, douleur abdominale, crampes. Tout ça fait que cet enfant fait un syndrome une atteinte immunitaire multisystémique qui doit être pris en charge en hospitalier. Voilà. Donc, il y a d'autres marqueurs d'inflammation élevés, l'AVS, la CRP, la procalcitonine. Et en plus, devant tout ça, il faut éliminer une autre infection probable, une autre cause microbienne évidente ou bien inflammatoire, ou bien septicémie bactérienne. Donc, même le syndrome de choc streptococcique ou bien staphylococcus qui peuvent donner ça. Donc, il faut les éliminer auparavant pour parler des PIMS liés au Covid. Donc, devant ce tableau, il faut toujours faire l'examen d'un test RT-PCR positif, ou bien un test antigénique, ou bien au minimum une sérologie positive, avec un contact probable avec les patients atteints. Donc, c'est des patients. Des fois, on a tous les tests qui sont négatifs, mais l'enfant vit dans une famille où les parents sont atteints. L'enfant, il est considéré comme Covid, parce qu'il a plus de 2 signes, une fièvre de 3 jours, c'est bon. Parce que même les tests, ils ont leurs limites. Donc, on attend quelques jours pour faire la TDM. TDM, 8e, 10e jour, il revient positif. En général. Voilà. Donc, par rapport, il y a un travail qui a été fait ici en Algérie, à l'hôpital Ibn Messous. Il y a eu 28 enfants hospitalisés. Il y a eu des signes d'hospitalisation pour ces enfants. Ils ont énuméré les signes fréquents. Donc, il y a eu 4 enfants qui présentaient des signes, des éruptions cutanées, 2 qui ont présenté des purpura. Il y a eu un enfant qui a présenté une diminution de l'acuité visuelle, 4 autres enfants qui ont présenté une conjonctivite. Pour les syndromes neurologiques, il y a eu 16 qui ont présenté des céphalées, un enfant qui a présenté une paresthésie, il y a eu 5 enfants qui ont présenté des myalgies, il y a eu un enfant qui a présenté d'arthralgie, et pour la tête systémique, on a eu un seul cas. Il y a eu 2 cas de syndrome de Kawasaki, avec d'autres paramètres que j'ai pas voulu citer ici parce que c'est hyper spécialisé. Il y a eu 5 nouveaux cas de diabète induits par le Covid. Il y a eu un seul cas de Guillain-Barré. Voilà. Donc, la démarche à suivre, donc, elle est individuelle et l'enfant doit être bien interrogé, on doit interroger l'accompagnateur et doit être bien examiné en consultation. Donc, l'interrogatoire, elle doit préciser la date et la nature des symptômes. Elle doit chercher surtout les facteurs de risque qui sont là. L'âge moins de 3 mois. L'enfant immunodéprimé, il présente un HIV, DIP, chimiothérapie, il est sous chimiothérapie ou bien biothérapie ou bien des immunosuppresseurs, corticothérapie, systémique en long cours, ou bien il y a une malnutrition protéino-énergétique. Tous ces enfants-là, ils doivent être hospitalisés. Ou bien une cardiopathie congénitale instable, ou bien une maladie respiratoire chronique, ou bien une obésité. Donc, l'OMS a mis cette catégorie d'enfants en premier lieu pour les prendre en charge en urgence et dans un milieu adéquat. Parce que la problématique avec le Covid, comme vous le savez, c'est la variabilité des signes et l'agressivité progressive durant les 2, voire les 3 premières semaines. Il y a des enfants qui se portaient très très bien durant la première semaine, mais avec la phase déchaînante du Covid, durant la 2e semaine, avec la phase cytoclinique, ces enfants-là, ils ont été rapidement admis en unités de soins intensifs, donc ça a été un petit peu difficile. En plus, avec les variants, cette phase a été écourtée.
par exemple avec le variant Delta, on a eu des complications après 3 jours seulement d'infection. 3-4 jours. Donc, avec ces mutations, on a peu de temps pour agir. Donc, dès le début, il faut classer l'enfant. S'il a vraiment des signes d'appel qui va faire des complications, ou bien le tableau, il est d'emblée dangereux et difficile, on doit placer l'enfant dans un milieu hospitalier avec une surveillance et une optimisation du traitement. Voilà. Donc, pour l'examen toujours, température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation d'oxygène, la coloration, le tirage, l'auscultation cardiaque et pulmonaire, l'état de conscience, l'état de réhydratation à l'enfant. Il faudrait chercher toujours les facteurs des signes de gravité. C'est la fréquence respiratoire qui dépasse les 70 battements par minute chez le nourrisson moins d'1 an et la fréquence qui dépasse les 50 chez l'enfant de plus de 1 an. La ration alimentaire, si elle devient inférieure à 50% de la ration normale de l'enfant, c'est un signe d'appel. Les gênements, le cyanose, le tirage, l'apnée, l'agitation, trouble de la conscience, déshydratation et surtout la désaturation inférieure à 92%. Donc tout ça fait que l'enfant doit être adressé rapidement au milieu hospitalier. Voilà. Les examens complémentaires, on a dit que le radiographie standard du thorax, elle a sa place pour les cas soi-disant bénignes, s'il y a un petit peu de doute. Mais sa spécificité et sa sensibilité, elle est assez faible. Donc, le TDAM thoracique prend toute son importance dans les cas sévères, dans les cas où il y a doute dans le diagnostic, parce qu'il a une bonne sensibilité. Il va montrer les signes cités auparavant, qui sont les verres dépolis, les plages en verre dépoli, ou bien des condensations, ou bien des images en halo. Donc, je répète pour la énième fois, le RT-PCR, c'est le gold standard dans le Covid. Il n'y a pas une médecine sans preuve. Donc, on doit rester très éthique. Moi-même, j'ai eu beaucoup de cas. On a refait plusieurs fois. Les symptômes sont là, mais c'était pas de Covid. On a refait le RT-PCR 2-3 fois, c'était négatif. On a fait des scans, c'était négatif. Donc, il n'est pas considéré comme Covid. Et c'est vrai, ces gens-là, ces patients-là, 4-5 jours, ils se remettaient comme auparavant. Donc, il n'y a pas eu cette phase déchaînante et tout ça. Donc, RT-PCR reste l'examen clé pour détecter les cas Covid, même chez l'enfant. Donc, pour compléter notre examen clinique, il y a des examens biologiques, surtout CRP, procalcitonine, l'ionogramme qui est important, l'urée, créatinine, la fonction rénale, fonction hépatique, LDH pour voir la souffrance organique des organes, TPTCK pour un traitement antithrombotique si c'est nécessaire, la glycémie bien sûr, il ne faut pas l'oublier, l'ECG, il a toute son importance, hydroxychloroquine, ça ne figure pas actuellement, donc chez l'enfant, on n'a jamais donné. Donc, chez l'adulte, au début, mais chez nous, actuellement, c'est pas. Les études, ils ont été formelles. Il n'y a pas eu d'avantage ou bien un gain dans le traitement par l'hydroxychloroquine. Donc, ce traitement, il a été délaissé. Il y a les tests rapides qui sont IgM, IgG. Dans certains cas, on est censé les faire pour voir l'état immunitaire de l'enfant. Si on trouve des IgM négatifs avec un taux d'IgG élevé, donc c'est un enfant qui a fait le Covid auparavant, donc déjà on connaît son statut immunitaire. Voilà. Mais ce n'est pas un élément pour donner un diagnostic. Voilà. Donc on a 4 niveaux de sévérité selon l'OMS. Premier niveau, c'est les enfants asymptomatiques. Il n'y a pas d'atteinte de voie supérieure aérienne ou bien des voies aériennes inférieures. Il y a une petite toux peut-être ou bien de la fièvre, mais l'auscultation elle est normale.
Donc, ces patients-là, ils sont même pas peut-être une population pour donner du traitement. Donc, c'est des patients qui doivent être isolés chez eux, bien manger, prendre des vitamines et les surveiller. Donc, deuxième classe, c'est l'atteinte pulmonaire bénigne ou modérée. Il y a une polypnée, en plus de la fièvre et la toux. Donc, ces enfants-là, ils sont pas en état de détresse. Il y a un volume respiratoire qui est respecté, un SPO2 qui est supérieur à 92, voire 95. Donc, au pire des cas, on peut demander une radiographie du thorax pour voir la condensation uni ou bilatérale, ou bien ne pas demander. Donc, ces enfants-là, ils ont besoin d'un RT-PCR pour confirmer. Donc, euh, troisième catégorie d'enfants, c'est les enfants avec atteinte pulmonaire sévère. Ces enfants-là, ils ont besoin d'une hospitalisation en urgence, d'un TDM. Ils ont besoin d'énumérer les facteurs de risque parce que ils peuvent se compliquer rapidement. Donc, on est en cas de suspicion, plutôt de consultation d'un enfant qui est ramené par ses parents. Il faut rassurer les parents parce que même ces enfants avec des syndromes très sévères, ils peuvent évoluer favorablement. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais il faut réagir. Il faut mettre le traitement à temps. Il faut surveiller ces enfants pour ne pas arriver à des complications morbides. Le quatrième cas, c'est les atteintes pulmonaires graves avec des défaillances multiviscérales et voire des états comateux. C'est l'hospitalisation et le pronostic, il est mis en cause. Donc, le traitement, je viens maintenant pour le traitement. On sait que les infections virales, pour l'instant, n'ont pas de traitement propre à eux. Donc, ces virus-là, en général, ils ont une durée de vie et après cette durée de vie, le virus disparaît. Mais avec le Covid, vu les dégâts qu'il dégage, donc, dans certains cas, on est obligé de donner des traitements de correction. Mais sur le plan virologique, il n'y a pas un traitement. Donc, pour les formes asymptomatologiques, c'est la classe 1 qu'on a vue, c'est le confinement à domicile. C'est ça le plus important. Il faut détecter ces enfants, même comme chez les adultes, pour que ces enfants n'aillent pas à la classe, à la piscine, au club, pour jouer avec leurs camarades de club de sport et tout ça. Donc, il faut faire le confinement. Le confinement, il a passé par plusieurs étapes. On sait, chez l'enfant, auparavant, ça a été pendant 15 jours. Il a été écourté à 10 jours pour l'instant. Chez vous, en France, ils ont dit 7 jours, mais chez nous, on reste sur 10 jours. Mais au début de l'épidémie, durant une année, on était pour 15 jours de confinement. Donc, le confinement est une vitaminothérapie avec une bonne hydratation parce que l'enfant, il doit boire de l'eau suffisamment, peuvent être largement suffisant pour que l'enfant guérisse spontanément. Pour les formes légères, on peut ajouter du paracétamol. Paracétamol, toujours je suis pour la vitaminothérapie. Ça ne peut pas nuire, mais pas d'antibiotiques, pas de corticoïdes, pas d'escalade. Pour les formes modérées, en plus de la réhydratation du paracétamol et l'alimentation, on peut ajouter l'oxygène par lunettes nasales qui peuvent livrer 3 litres jusqu'à 5 litres maximum. Donc, ça, c'est pour les 3 premières classes qui sont un petit peu réversibles. Les autres classes, ou plutôt l'effort modéré avec facteur de risque, il faut hospitaliser l'enfant. On a dit que l'âge inférieur à 3 mois, l'enfant immunodéprimé ou bien malnutri ou bien cardiopathe,
il doit être hospitalisé dans une unité de soins intensifs, dans un service de pédiatrie. Pour les formes sévères et critiques, c'est connu, c'est pareil, c'est l'hospitalisation en réanimation avec la mise en place d'une oxygénothérapie, d'une hydratation parentérale et tout ça, donc ça rentre dans le cadre de réanimation. Pour les PIMS, il faut les traiter cas par cas, suivant leur classification, par rapport à des symptômes, par rapport à des facteurs de risque. Pour une forme sévère, l'antibiotique, il est là s'il y a surinfection. L'antibiotique qui a fait ses preuves, c'est l'amoxicilline, acide clavulanique, ou bien amoxicilline, parce qu'il y a des co-infections qui arrivent. La corticothérapie, elle est là, Fanny, à partir de la 2e semaine, bien sûr, s'il y a atteinte respiratoire sévère, parce que la corticothérapie lutte contre la fibrose pulmonaire, donc on connaît les vertus. Donc la bétaméthasone a fait ses preuves, elle a été validée par l'OMS, même chez l'enfant, mais pas en phase aiguë, phase où le virus se développe, parce que elle peut engendrer l'inverse. Donc, l'antibiothérapie, en dehors de amoxicilline ou bien amoxicilline acide clavulanique, il y a les G3, G4, les céphalosporines 3e et 4e génération à usage hospitalier. Il y a encore une corticothérapie ou bien une immunoglobuline intraveineuse. Les anticoagulants, ils sont là. Donc, c'est des cas par cas, suivant le cas, suivant la sévérité, suivant le degré et les organes touchés. Mais, en général, on a vu que l'enfant évolue très très bien. Il y a eu très peu de mortalité. Pour la série qui a été faite à l'hôpital Nimsus, à Alger, sur 28 enfants hospitalisés durant la 3e vague, il y a eu un seul décès. Donc, ça reste très, très positif. Voilà. Maintenant, je parle un petit peu du vaccin. Il faut vacciner les enfants contre le Covid-19, on ne sait pas. Donc, actuellement, le vaccin, il a là même chez les personnes qui dépassent les 18 ans. Donc, on ne peut pas prendre ce risque. Il y a peu d'études. C'est vrai, sur le plan théorique, l'enfant, il peut porter le virus, il peut contaminer les autres. Donc, on essaye d'adapter des vaccins pour des enfants. Mais pour l'instant, on reste attentif. Donc, pour nous, je parle de l'Algérie. Pour nous, les vaccins qui sont disponibles chez nous n'ont pas la même chez l'enfant. Donc, on reste éthique et on doit appliquer ces directives à la lettre. Donc, le vaccin qui est en Algérie, c'est un vaccin qui a un vecteur viral qui est indiqué avant 50 ans, c'est l'âge de 18 ans. Donc, c'est un vaccin inactivé qui est donné en phase 1 ou là en phase 2. Donc, il y a une contre-indication formelle chez l'enfant et chez la femme enceinte. Donc, on a un problème médico-légal qui nous bloque et il n'y a pas de discute. Pour moi, c'est parce que si on fait ce geste-là pour un enfant ou bien chez une femme enceinte, et on aura des problèmes, on n'est pas, la loi, elle est contre nous parce qu'il y a une contre-indication dans le vaccin, dans l'écriture, dans l'emballage du vaccin. Donc, on reste prudent dans cette catégorie de population. En conclusion, chez l'enfant, le Covid a présenté des formes moins sévères. Il a été un petit peu tardif par rapport chez l'adulte. L'adulte, il a été durant la première vague. Chez l'enfant, il est venu un petit peu après. Les formes sont polymorphes. Il y a un polymorphisme dans les symptômes, mais il y a des manifestations similaires à des autres infections virales de l'enfant. Surtout le jeune âge, l'enfant de jeune âge présente beaucoup d'affections virales saisonnières. Donc,
le tableau il est identique, similaire. Donc, s'il y a dans une zone particulière, dans une région, une petite épidémie, on a des cas de Covid qui s'accentuent, il y a des enfants qui présentent des signes, il faut y penser. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas dire que c'est une bronchiolite, on ne doit pas, ou bien c'est une diarrhée aiguë comme ça. Donc, on doit chercher s'il y a une myalgie, s'il y a une nutrition, l'enfant ne mange pas, ne joue pas. Donc, tout ça, c'est le message principal. Parce que quand on détecte rapidement l'isolement, c'est faire bloquer cette affection, bloquer cette vague. C'est ça. Cette vague, elle est multidirectionnelle. Parmi les vecteurs, l'enfant. Donc, il faut y penser. Il faut mettre le nécessaire à temps pour que cette maladie, cette épidémie s'arrête. Elle a fait beaucoup de dégâts. On a marre. Donc, on essaye de s'en sortir. Voilà. Donc, il y a une difficulté à identifier les enfants atteints parce que, en général, parce qu'il y a un fort pourcentage d'enfants qui sont asymptomatiques. Donc, ça, c'est une constatation. Il y a une transmission intrafamiliale, donc n'hésitez pas à demander chez les enfants des parents qui ont été testés positifs. Et il y a des formes particulières, des PIMS, des Kawasaki, c'est des enfants avec un terrain favorable, un terrain déficient immunitaire qui fait que cette affection fait autant de ravages et elle fait une atteinte multisystémique ou bien une atteinte cardiaque qui est le Kawasaki. Donc, actuellement, on a un petit peu de recul. Il faut arrêter de croire à des traitements miracles. Il faut rester éthique. Il faut traiter avec des médicaments validés par l'OMS, par des organismes sanitaires. Je ne suis pas contre les vitamines. Je ne suis pas contre les traitements symptomatiques. Mais les traitements miracles, c'est des traitements sur l'évidence, on est partant. Et merci à vous. Merci, docteur Moussaoui. On vous a perdu pour les quelques dernières minutes où on a eu quelques coupures de réseau. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Rendez-vous pris pour le 10 décembre.